Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Isabelle Delon, directrice générale client et territoire de SNCF Réseau. Décarbonation, nouvelles lignes, digitalisation, bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques au programme dans une minute. Le débat de ce Smart Impact, il sera consacré au coût de l'inaction climatique, à la nécessité de construire un baromètre de la décarbonation, un outil pour flécher les investissements stratégiques indispensables pour réussir cette transition. Et puis, dans notre rubrique Startup, la bonne idée du jour, elle est signée Petite Mue qui veut sensibiliser au handicap invisible et aider les entreprises à mieux accompagner leurs salariés qui en souffrent. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Isabelle Delon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale client et territoire de SNCF Réseau. On va commencer par définir le rôle, la mission de SNCF Réseau. C'est quoi ? Bien entendu, c'est un gestionnaire de réseau, en fait, SNCF Réseau. Et donc, pour peut-être donner une image, c'est 50 000 salariés qui vont travailler tous les jours, 24 heures sur 24 et toute l'année, 7 jours sur 7, pour entretenir le réseau, le moderniser et faire se rouler 15 000 trains par jour. Et donc, c'est vraiment un rôle plutôt dans l'ombre, voilà, qui permet de faire voyager tous les Français, mais aussi les marchandises qui sont utilisées, bien sûr, aussi par les Français. Oui, donc pas en contact direct avec les clients, mais si vous n'êtes pas là, si SNCF Réseau n'est pas là, les trains circulent pas. Alors, nos clients à nous, ce sont les transporteurs ferroviaires. Donc, les transporteurs ferroviaires de voyageurs, les transporteurs ferroviaires de fret. Nous avons plus de 50 clients, mais on est vraiment dans une relation dite B2B. Et notre rôle, c'est vraiment d'accompagner tous ces transporteurs à développer plus de trains sur le réseau au bénéfice des Français, au bénéfice de la décarbonation. Et donc, vraiment, notre rôle, il est là, développer plus de trains. Avec un certain nombre de grands projets dont on va parler, mais je voudrais qu'on reprenne ce mot, justement, de décarbonation avec un chiffre. C'est l'ADEME qui nous dit que voyager en train, ça émet 26 fois moins d'émissions de CO2 que la voiture, 65 fois moins que l'avion, que la voiture thermique, j'imagine. Mais oui, bon, voilà, pour être un peu précis. Qu'est-ce qu'on peut dire du train sur l'avenir de la décarbonation ? C'est un peu le point central, quel que soit le mode de transport, il y a un moment, il va être au cœur de cette intermodalité dont on peut parler. Alors, je pense que c'est une constante qu'on retrouve depuis plusieurs années et qui reste dans les propos, y compris de notre nouveau ministre des Transports ces derniers jours. On dit que le train, c'est la colonne vertébrale des mobilités. Et l'objectif est d'inciter le plus de voyageurs à prendre le train, mais aussi d'inciter le plus possible des industriels à utiliser le train comme un moyen de transport efficace dans leur logistique. Et tout ça contribue à la décarbonation. Bien entendu, avec le chiffre que vous avez donné, on le voit tout de suite. Ça contribue aussi à consommer moins d'énergie, puisqu'un train, ça consomme 6 fois moins d'énergie aussi qu'un autre moyen de transport, notamment qu'un camion, qui va utiliser aujourd'hui des moyens carbonés, en fait, de transport. Et puis, c'est aussi, on oublie souvent cette notion, ça consomme moins d'espace, le train, moins d'espace. On a le réseau ferroviaire qui rentre dans le cœur des villes. Moins de place que le réseau routier Moins de place que le réseau routier pour transporter plus de personnes. Ça, c'est un enjeu important, parce qu'on va parler des nouveaux projets et des critiques qui peuvent être exprimées sur certains nouveaux projets, notamment sur l'artificialisation des sols. Mais je reviens à cette idée d'intermodalité ou de multimodalité, c'est-à-dire que ça suppose que vous vous coordonniez avec d'autres moyens de transport pour décarboner. C'est pas seulement SNCF Réseau tout seul dans son coin qui va y arriver. Alors, nous, SNCF Réseau, on est vraiment là pour faire augmenter le trafic et la circulation de trains sur le réseau. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Bien entendu, on s'associe avec tous les partenaires, qu'ils soient transporteurs, mais aussi les autorités organisatrices de mobilité, les métropoles, les régions, l'État, pour développer plus de trafic et bien sûr pour mieux coordonner l'ensemble des offres avec le car, avec le bus, avec le métro, le tramway et bien sûr aussi le vélo. Les gares sont aussi des lieux de connexion, comme on dit chez nous. Donc plus de vélos, plus de solutions pour finalement optimiser l'utilisation du train, qui est un très bon moyen de transport, mais qui ne va pas partout. Et donc, il faut aussi penser à ceux qui n'ont pas une ligne ferroviaire ou une gare à côté de chez eux. Alors, il y a effectivement beaucoup de grands projets qui sont pilotés par SNCF Réseau. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, juste pour qu'on va se balader un peu là, dans différentes régions de France. C'est quoi les 3-4 grands projets que vous menez en ce moment ?
Si je peux me permettre, Allez-y, il y a les grands projets, mais on oublie souvent de parler du réseau existant qui a énormément besoin d'être modernisé. Et les petites lignes notamment tout le réseau, les grandes lignes, les petites lignes, on a besoin de moderniser le réseau parce qu'on oublie qu'on l'a construit pour une grande partie il y a très longtemps, le réseau ferroviaire, qu'on le modernise régulièrement, mais qu'il faut, pour avoir une bonne qualité de service et pour développer plus de trafic, il faut moderniser ce réseau, le renouveler. Et 28 000 km de lignes, ça c'est le réseau d'aujourd'hui, ça nécessite régulièrement des investissements. C'est aujourd'hui un peu plus de 3 milliards d'euros d'investissement par an. Et pour moderniser davantage et améliorer la qualité de service, si on veut développer plus de trains, c'est d'abord investir sur ce réseau existant. La priorité, c'est ça, je comprends. Pour nous, c'est ça la priorité. D'accord. Médiatiquement, c'est vrai qu'on voit la lumière des grands projets, nous. Médiatiquement, c'est toujours plus intéressant de parler des nouveaux projets, mais je pense qu'il faut penser à tous les voyageurs qui utilisent le réseau existant. On est bien d'accord. Et je pense, mais il y a aussi des grands projets. Alors, sur les grands projets, bien sûr, on pense à des projets qui sont à la fois de deux types, je dirais. Il y a des projets de ligne à grande vitesse, donc on a entendu parler des grands projets Sud-Ouest, notamment. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est non seulement un projet de ligne à grande vitesse pour permettre d'aller de Paris jusqu'à Toulouse en grande vitesse, mais c'est aussi un projet qui permet d'améliorer la desserte ferroviaire de Bordeaux et de Toulouse. C'est-à-dire que dans le projet, il y a aussi des objectifs de développer les transports ferroviaires de proximité au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse, où il y a de très gros besoins de mobilité. Voilà. On a aussi... Les embouteillages à Bordeaux, on ne peut que confirmer. Voilà, vous comprenez. Et pourtant, la région Nouvelle-Aquitaine et la métropole de Bordeaux ont déjà augmenté l'offre significativement, sans faire d'investissement particulier sur les réseaux. Et aujourd'hui, c'est à peu près 6 000 voitures en moins par jour qui circulent autour de Bordeaux, grâce au renforcement des trains, finalement, dans la métropole bordelaise. Donc ça va permettre aussi d'améliorer le service autour de ces grandes villes. Parce que ce projet Sud-Ouest, Bordeaux-Toulouse, alors évidemment, tous les nouveaux projets, on peut dire, sont forcément critiqués, mais il y a cette critique que j'évoquais tout à l'heure sur l'artificialisation des sols. Il y a un certain nombre d'associations de défense de l'environnement qui critiquent, qui disent qu'il n'y en a pas besoin. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, d'abord, nous, SNCF Réseau, là, on est au service de ce projet. Nous sommes maîtrises d'ouvrage de ce projet. Et évidemment, cette décision de construire un projet de ligne nouvelle, elle appartient à l'État et aux collectivités qui ont porté ce projet et qui ont réalisé, et c'est notre rôle à nous de préparer toutes les autorisations environnementales qui permettent de réaliser de tels projets. Donc nous, notre rôle est d'appuyer finalement les collectivités et l'État qui décident de faire un tel projet et de s'assurer que notre projet est en conformité avec les conditions environnementales. Ça, j'entends vos arguments, mais ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on nous dit le train, c'est l'outil de la décarbonation, et de l'autre, on a ces mouvements quand une nouvelle ligne TGV se construit. Moi, je cherche la logique, la cohérence, et vous ? Alors, la cohérence, moi je peux peut-être donner un exemple, c'est que regardons la France, regardons l'Italie et regardons l'Espagne, qui ont énormément investi sur leur réseau TGV, et regardons le report modal qui a été constaté, c'est-à-dire entre l'avion, les voitures ou l'avion et le train. Oui. Voilà. On regarde sur Paris-Lyon, aujourd'hui il n'y a plus d'offres aériennes entre Paris et Lyon. Tous les transports finalement entre Paris et Lyon vont se faire par le TGV. Je pense quand même qu'on peut dire que c'est vraiment gagnant d'un point de vue décarbonation. Si on regarde l'Italie, entre Milan et Rome, on est exactement dans la même situation. Et l'Espagne est en train de développer très fortement son offre à grande vitesse avec les mêmes effets. Donc ça, on est gagnant tout de suite. Bon, il nous reste 1 minute, c'est passé trop vite. Je voulais quand même qu'on dise, parce que je l'ai promis dans les titres, qu'on dise un mot du bilan des Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce que ça a représenté pour la SNCF ? Je crois que le mois de juillet n'a pas été top et le mois d'août a été réussi. Alors, moi, je dirais quand même que ça a été un formidable succès, les Jeux Olympiques. On s'est organisé, préparé depuis des années, des mois. On s'est entraîné pour organiser finalement des services de transport performants pour transporter les voyageurs du monde entier pour venir assister aux épreuves. Et le résultat est exceptionnel. C'est-à-dire que tout le monde a apprécié la qualité des services et des transports publics qui ont été proposés. Tout le monde a vraiment joué le jeu. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des taux de ponctualité les meilleurs. Ça, c'était dingue. De l'année. On en rêve toute l'année. Mais c'était sur le nombre de voyageurs transportés. Il y a eu un petit effet down
en juillet et un rattrapage en août, c'est ça, en quelques mots. Il y a deux effets, effectivement. C'est qu'au mois de juillet, il y a eu mais je crois que tous les services de transport l'ont constaté. Des entreprises ont appelé à faire du télétravail et à limiter les déplacements. Et donc, on a eu une petite baisse des déplacements en juillet, dans la mesure où il était plutôt déconseillé de circuler en plein Paris ou à proximité du Stade de France, par exemple. Nous sommes nous-mêmes installés à Saint-Denis et on nous avait déconseillé pendant la période des JO, les 2 semaines d'épreuve, de ne pas être sur site. Mais voilà, ça a été rattrapé et globalement, on constate quand même une envie de train de tous les Français. Et notre ambition, c'est de répondre à cette envie avec plus de trains. Merci beaucoup Isabelle Delon et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat, le coût de l'inaction climatique au programme. C'est le débat de Smart Impact. On va parler du coût de l'inaction climatique, de la nécessité de construire un baromètre de la décarbonation. Je vous présente mes invités tout de suite. Charlotte Degaut, bonjour. Bienvenue, bonjour. Vous êtes présidente cofondatrice de CO2 AI, plateforme d'action pour le développement durable. Et j'accueille également Francesco Bellino, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur associé partenaire au Boston Consulting Group et vous avez publié un rapport sur ce thème, cette importance d'un baromètre de décarbonation. C'était au mois de septembre dernier. Peut-être un mot du constat pour commencer, le coût de l'inaction climatique. Je commence avec vous, Charlotte Degaut. Est-ce qu'on a pu le modéliser, ça ? On s'en rend compte un peu intuitivement les uns et les autres. Encore en ce moment, là, on enregistre cette émission, on vient d'avoir des inondations dramatiques en Ardèche, donc intuitivement on le ressent, mais est-ce qu'on a pu le modéliser ? On le ressent. On sait que le coût de l'inaction climatique est bien plus élevé que le coût de la transition, et donc on a en fait zéro raison de ne pas accélérer. Avec Francesco, on publie tout juste cette étude où on a interrogé plus de 2000 entreprises qui représentent 45% des émissions mondiales. On s'est concentré sur les entreprises les plus grosses pour représenter celles qui émettent le plus. Et ce qu'on voit, c'est que si elles se mettent à l'action et qu'elles bougent sur leur trajectoire de décarbonisation, non seulement elles tirent des bénéfices liés à la décarbonisation en soi, mais en plus, elles tirent des bénéfices financiers de l'ordre en moyenne de 200 millions de bénéfices annuels nets. Ça, c'est un levier, évidemment, un argument, évidemment, très important. Perte de 20% du produit intérieur brut mondial d'ici 2100 en cas d'absence de lutte contre le réchauffement. Francesco Bellino, est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Parce qu'on se dit, OK, on est tous confrontés à des catastrophes climatiques, on se dit, bah oui, il faut faire quelque chose, sauf qu'ensuite, quand il faut activer les investissements, que ce soit au niveau privé, les entreprises, ou public, les États, c'est plus compliqué. Alors, vous avez mentionné le chiffre de 20% du PIB. Il est massif. Il est à 2100. Et souvent, une des difficultés sur ces notions d'inaction, c'est on se projette dans un avenir et c'est sûr que travailler aujourd'hui pour 2100, ça paraît toujours conceptuel pour les gens. Donc, en même temps, quand on parle de coût de l'inaction, c'est une réalité aujourd'hui. Vous prenez en France, les assureurs payent tous les ans des dédommagements pour catastrophes naturelles. Ouais. Vous l'avez dit, c'est d'actualité aujourd'hui. Dans les années 2000, les assureurs français payaient 2,7 milliards par an à cause des catastrophes naturelles. Sur les années 2010, c'était 3,7 milliards. 1 milliard de plus en moyenne par an. En 2023, plus de 6 milliards. Donc aujourd'hui, c'est important, notamment sur la fréquence et l'ampleur de ces catastrophes naturelles, de se rendre compte que c'est un sujet actuel. Et c'est un levier d'action. Vous avez aujourd'hui des entreprises, effectivement, qui en prennent conscience, qui commencent à le voir dans leur bilan, ce coût d'inaction, et qui, du coup, mettent en regard des investissements pour s'y préparer au mieux, mais aussi pour atténuer le futur. Ouais. Est-ce que ça se ressent, par exemple, sur les infrastructures routières, ferroviaires, mondiales ? On sait à quel point elles sont exposées aujourd'hui ? Alors, les deux secteurs où finalement on en parle le plus, parce que comme vous le dites, on le sent et on le ressent, c'est les infrastructures. 30% des grandes infrastructures mondiales sont aujourd'hui exposées aux effets du changement climatique. Quand on parle infrastructure, on pense route, on pense pont. Les infrastructures électriques aussi sont un élément clé. J'étais récemment avec un grand dirigeant d'entreprise qui travaille sur les infrastructures électriques, qui disait que tous les systèmes, par exemple, qui ont été conçus dans les années 60-70 pour durer 80 ans, en raison du changement climatique,
ont plutôt une durée de vie de 50 ans. Ce qui veut dire un besoin de renouvellement massif en infrastructure. Le deuxième secteur qui, je pense, est important à avoir en tête, c'est l'agriculture. Vous parlez aujourd'hui à la plupart des agriculteurs, ils ne savent plus ce qu'est une année normale climatiquement, puisque ça fait des années que rien ne se ressemble. L'exceptionnel est devenu la norme. Le GIEC a pas mal modélisé sur un avenir plus proche que 2100. Ils ont pris à 2050 l'évolution aussi pour l'agriculture. Vous prenez une denrée essentielle pour l'industrie, aussi agroalimentaire comme le blé. On anticipe, à cause du changement climatique, une hausse des coûts de blé de 30% à 2050. C'est des réalités économiques dont aujourd'hui les entreprises commencent à prendre l'ampleur et du coup commencent aussi à agir pour y faire face. Oui, et alors je reviens au rapport que vous avez, sur lequel vous avez travaillé ensemble, avec un constat, le fait de rendre l'action climat et biodiversité d'ailleurs plus visible. Ça vous semble un enjeu majeur aujourd'hui, Charles Deveau ? Mais en fait, si on réduit pas et si on n'est pas capable de mesurer ce qu'on réduit, en fait, on continue pas les efforts et c'est valable pour n'importe quel type d'effort dans la vie. C'est ce que les Américains disent, what gets measured gets done. Donc en fait, il faut mesurer et quantifier ce qu'on réduit pour pouvoir le valoriser. C'est plus difficile sur la biodiversité ? C'est plus difficile sur la biodiversité, c'est déjà très difficile sur le carbone, honnêtement, mais la biodiversité, c'est encore plus intangible, et donc c'est encore plus difficile de mesurer et donc de réduire. Et puis en plus, on parle d'échelle locale sur la biodiversité, donc c'est des dimensions de complexité qui s'additionnent. Quand on parle de baromètre de la décarbonation, quelle forme il pourrait prendre ce baromètre ? C'est exactement ce qu'on fait avec Francesco depuis 4 ans. C'est le fait de venir mesurer à grande échelle, comme je le disais, 2000 entreprises, plus de 40% des émissions mondiales. Donc vous évaluez les efforts qui sont la trajectoire en quelque sorte, exactement. C'est ce que vous pouvez nous dire. On évalue la trajectoire en demandant aux entreprises où est-ce qu'elles en sont de la mesure, parce que c'est la base, et puis où est-ce qu'elles en sont des progrès de décarbonisation et de réduction. Bon, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, le constat n'est pas très positif. Les efforts, et on ne voit pas d'accélération sur ni la mesure ni la réduction, on voit plutôt une décélération. Oui. On discutait sur ce plateau avec Bertrand Badré, l'ancien directeur de la Banque mondiale, qui disait qu'il avait parfois, alors sur les levées de fonds notamment, sur la capacité à mobiliser de l'argent, une petite musique depuis 6-8 mois qui était la mode est passée. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je trouve ça désastreux. Moi, j'ai mes cheveux qui s'érissent sur le crâne. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous ressentez ça, vous aussi ? Je commence avec vous, Charlotte Deveau, et je vous poserai la même question après. Alors, je ne pense pas que la mode soit passée. Je pense Déjà, ce n'est pas une mode, on le rappelle, mais bon. On est bien d'accord, ce n'est pas une mode. C'est là pour durer, malheureusement, le changement climatique. Mais je ne pense pas que la mode soit passée. Je pense qu'en revanche, c'est difficile, et les entreprises s'en rendent compte, et donc faire des progrès, ça prend du temps, ça prend des investissements, ça prend du focus stratégique de la part des équipes dirigeantes. Donc c'est pour ça que ça bouge pas en un claquement de doigts, en fait. Votre avis là-dessus, Francesco ? Pour moi, il y a 2 choses qui sont en train de changer. La première est une notion de maturité. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec des directeurs financiers qui sont très confrontés à tous les sujets aussi de allocation de moyens, d'investissement, de reporting. J'avais un directeur financier récemment qui me disait on est en train de faire dans le développement durable, même en termes de reporting et d'action, ce qu'on a fait sur la finance pendant 70 ans. Là, on essaie de le faire en 10 ans. Et on doit le faire. C'est même pas on essaie de le faire. On doit le faire en 10 ans. Donc, je pense que c'est notamment normal. Avec la CSRD, le reporting extra-financier imposé par... Tout comme tout nouveau secteur, c'est normal qu'à un moment, il y ait des grandes poussées, des moments de maturité. Je pense que beaucoup d'entreprises aussi aujourd'hui comprennent mieux la différence entre ce qui est volontariste ou du greenwashing versus ce qui a vraiment de l'impact. Donc je pense que les entreprises aussi sont plus sages dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles mettent en avant. On parle peut-être moins, et parfois c'est pas plus mal, parce qu'au moins elles parlent des bonnes choses. Et après, l'autre facteur effectivement d'évolution, et là où je vous rejoins sur le côté de la crainte, c'est le contexte économique. Au fur et à mesure où le sujet du pouvoir d'achat monte en puissance, où certains commencent à parler de crise économique, c'est sûr que dans la tête d'un dirigeant
ou d'une entreprise, l'équation devient plus compliquée. Mais c'est une des valeurs d'ailleurs du rapport, qui est comment à un moment on sort de cette opposition, est-ce que l'entreprise doit aller chercher l'argent ou l'environnement, et comment on arrive à réconcilier les deux dimensions. C'est ce que vous disiez dès le début, finalement, ça peut rapporter à relativement court terme aussi des bénéfices. Le rôle de l'IA, il nous reste 2 minutes 30, il faut qu'on l'aborde évidemment, et c'est important. Face à cette complexité, la bonne utilisation de l'intelligence artificielle, c'est un levier ? Oui, c'est clairement un levier parce qu'on voit bien, c'est complexe, c'est long, donc tout ce qui nous rend plus efficaces et qui nous permet d'aller plus vite, c'est essentiel. Et l'intelligence artificielle sur les sujets de comptabilité carbone, c'est un levier incroyable. On le voit dans l'étude, on pose la question, il y a un facteur de 4,5 entre les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle et celles qui ne l'utilisent pas sur leur capacité à aller chercher des bénéfices de décarbonisation et des bénéfices financiers importants. Pourquoi ? Parce qu'en 2 mots, l'intelligence artificielle, en fait, ça permet de faire à très grande échelle, de manière très efficace, une comptabilité carbone de qualité qui permet de prendre les bonnes décisions. Par exemple, avec CO2AI, on travaille avec Reckitt Benckiser, une entreprise, on achète tous des produits de Reckitt chez nous, ils font de la lessive, des produits pour la vaisselle, etc. Des produits en fait très complexes à fabriquer et à décarboner. Et avec l'intelligence artificielle, on a réussi à quantifier les émissions de manière précise de 25 000 produits en 4 mois. Donc on passe un cap en termes de qualité de la donnée et derrière d'être capable de comprendre comment est-ce qu'on réduit l'empreinte carbone d'un produit une fois qu'on a la bonne donnée sur... Oui, ça rejoint ce que Francesco vient de nous dire, c'est-à-dire que comme on doit faire en 10 ans ce qu'on a fait auparavant en 70, grosso modo, sans cet outil, c'est quoi ? Impossible ? Trop compliqué ? C'est des mois, voire des années de travail, faire l'équivalent de comment alors c'est la question bateau sur l'IA, mais elle se pose aussi en la matière, c'est-à-dire que il y a un moment où c'est l'humain qui va faire le choix du levier sur lequel il va appuyer, vous voyez ce que je veux dire. Comment aller contre ce que l'intelligence artificielle propose ? Comprenez ma question, parce que c'est très compliqué. On se dit, on a un outil, par exemple, moi je pense à ça pour la santé, par exemple. Une IA qui va proposer un diagnostic, quel médecin va oser aller contre ? Donc, qui prend la décision stratégique ? Voilà ma question. L'humain, toujours. Vraiment ? Bien sûr. En tout cas, dans ce que nous, on fait et la manière dont on travaille avec les entreprises, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour leur donner des suggestions, des informations. Et puis après, il faut confronter ça aussi à ce qui est faisable, à ce que les fournisseurs peuvent fournir comme type de matière première. Est-ce qu'ils sont capables de passer à du recyclé rapidement ou pas ? Et de confronter ça à la réalité pour faire le plus vite, le plus optimal en termes de décarbonisation et d'enjeux aussi économiques. Mais ouais, donc... Gardons la main. Gardons la main. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter les résultats de ce rapport. Et à bientôt sur Smart Impact. Voilà tout de suite notre rubrique Startup. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables et socialement responsables également, avec Alice Deves. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Petite Mue, entreprise créée en 2022. Avec quelle idée ? Présentez-nous votre entreprise. Alors du coup, oui, effectivement, Petite Mue, on existe depuis 2 ans et demi. Donc je suis la cofondatrice de Petite Mue et on l'a créée avec Anaëlle Marzelière, puisqu'il n'y avait aucun média sur le sujet du handicap invisible. Et on est toutes les deux concernées. Donc moi, j'ai une sclérose en plaques, Anaëlle a des troubles psy. Et on s'est dit, ce serait sympa d'avoir un média avec des interviews, des podcasts où on donne la parole aux personnes directement concernées et aux proches aidants également. Et puis la bande dessinée, pour sensibiliser de manière plus ludique également et vulgariser certains concepts des fois qui sont difficiles à comprendre. Handicap invisible, vous en avez cité 2, mais de quoi on parle ? Alors, handicap invisible, on va parler de toutes les maladies chroniques, comme le cancer, l'endométriose, les maladies auto-immunes, avec le diabète de type 1, maladie de Crohn, etc. Les troubles psychologiques et psychiatriques, qui sont aujourd'hui les plus stigmatisés, les plus compliqués pour sensibiliser, notamment dans les entreprises, parce qu'on intervient beaucoup dans les entreprises. On a les troubles du neurodéveloppement, et puis les troubles visuels et auditifs partiels également. Vous intervenez dans les entreprises, ça concerne potentiellement toutes les entreprises, même si elles ne s'en doutent pas ou... peut-être pour certaines ne veulent pas le voir. Effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a 11% de la population en emploi qui est reconnue handicapée. Il y a moins de 3,5% des personnes qui sont déclarées en entreprise. Parce que quand on a un handicap invisible, c'est très facile de le cacher. Ça ne se voit pas.
Et on le cache parce qu'il y a plusieurs freins qui sont légitimes aussi à pas forcément en parler. C'est quand même la première cause de discrimination aujourd'hui dans les entreprises. Sauf que si on n'en parle pas, on a une stratégie de surcompensation et ça finit jamais bien pour son maintien dans l'emploi ou même plus important pour sa santé. Donc l'objectif, c'est créer un climat de confiance dans les entreprises pour que les personnes se sentent à l'aise d'en parler. Que peuvent-elles faire? Vous intervenez en entreprise, c'est quoi? C'est de la sensibilisation? Ce que vous faites, quels conseils vous donnez à un chef d'entreprise, à un ou une DRH pour finalement commencer à s'intéresser, puis surtout à agir sur cette question? C'est une bonne question parce que chacun a pas mal d'idées là-dessus, mais je pense qu'il faut vraiment parler du handicap très simplement. Éviter d'avoir toujours des mots compliqués, de faire toujours attention. On ne communique pas non plus qu'une fois dans l'année, c'est des actions à faire tous les mois. C'est aussi sensibiliser tout le monde, parce qu'il suffit d'un manager, une manageuse ou un de ses collègues qui nous fait une réflexion type « Ah bah t'as de la chance, tu as du télétravail, ah bah tu peux partir plus tôt » pour bloquer la personne. Donc c'est un effort commun. Et puis mettre du budget aussi dessus, parce qu'aujourd'hui on n'a pas forcément beaucoup dans les entreprises, mais ça c'est important de prendre du temps et mettre de l'argent pour sensibiliser. Je vous avais reçu au printemps dernier et on s'était placé dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quel bilan vous en faites? Il y a eu pour les Jeux Paralympiques un moment d'enthousiasme public qui était aussi fort que celui des Jeux Olympiques. Quel bilan vous en faites, vous? Alors le bilan qu'on voit, déjà j'ai trouvé que les Jeux Paralympiques je les ai trouvés très bien. On en a beaucoup parlé. On a fait en sorte qu'il y ait beaucoup d'accessibilité aussi. Moi, j'ai eu des retours de personnes avec un handicap invisible ou fauteuil roulant qui ont dit que c'était plutôt bien accessible. On n'a pas trop entendu parler d'handicap invisible. Ça, c'est vrai. Pendant la cérémonie d'ouverture, juste une petite phrase en disant 80% de handicaps sont invisibles. Juste dans ce discours, je pense que ça aurait pu avoir un vrai impact. On n'en a pas trop parlé. Par contre, j'ai regardé dans les diffusions des sports, on en parlait quand même sur les plateaux. Donc, il y a eu cet effort-là. Par contre, l'après-paralympique, il est quand même un petit peu décevant parce qu'on a toujours dit quel va être l'héritage, etc. Le gouvernement a oublié de nommer un ministre du handicap alors qu'il y avait toujours eu un ministre du handicap avant. Ils se sont rattrapés. C'est vrai, grâce aux associations d'ailleurs et les postes qui ont été faits. Pareil, le budget aujourd'hui a diminué pour le handicap et la réinsertion des personnes en situation de handicap dans la vie professionnelle. Donc, il y a eu pas mal de choses. On attendait quand même pas mal de changements qu'on n'a pas forcément eu. Après, dans les mentalités des personnes, ça a dû avoir un impact parce que j'avais l'impression que pendant 2 semaines, mon monde était un peu le monde de tout le monde. Donc c'est quand même agréable. Mais sinon, je pense que les Jeux paralympiques en eux-mêmes étaient quand même réussis. Oui. Mais il y a une sorte d'essai à transformer, c'est-à-dire ou d'élan à faire perdurer le plus longtemps possible. Oui. Merci beaucoup, Alex Devès, et bon vent à Petite Mue. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain, tout simplement. Salut.